Andrea Kennedy est née le 2 juillet 1964 à Hallsville, au Texas. Elle est la plus jeune des 5 enfants de Jutta Karin Kauler. Sa mère était une immigrante allemande et son père Andrew Kennedy venait d'une famille immigrante irlandaise. Durant son adolescence, la jeune fille a eu des épisodes de boulimie et souffrait de fortes dépressions. Andrea était une jeune fille qui voulait toujours plaire à ses parents, et en particulier à son père. C'était un professeur très exigeant et elle ne voulait pas le décevoir. Elle était excellente scolairement parlant. Andrea a toujours eu de très bons résultats dans son parcours. Elle est diplômée de la Milby High School de Houston en 1982. Pendant ses études, Andrea est capitaine de l'équipe de natation et officier de la National Honor Society. Il s'agit d'une communauté étudiante de renommée aux États-Unis. À la fin de ses études, lors de la remise des diplômes, c'est elle qui a été choisie pour faire un discours pour sa promo. Elle était la fierté de ses parents. Ensuite, elle suit un cursus d'infirmière pendant 2 ans à l'université de Houston et en ressort diplômée. De 1986 à 1994, elle travaille alors comme infirmière dans un centre de cancérologie de l'université du Texas, le plus grand de tout le pays. Lors de l'été 1989, elle rencontre Russell Yates, un jeune ingénieur qui conçoit des outils informatiques pour la NASA. Les deux jeunes de 25 ans sortent ensemble et décident rapidement d'habiter ensemble. Jusque-là, tout se passe bien, ils sont heureux et semblent amoureux. Que demander de plus? Eh bien, le 17 avril 1993, environ 4 ans après leur rencontre, ils se marient. Russell et Andrea semblent s'être vraiment bien trouvés, et Russell considère sa femme aussi comme sa meilleure amie. Avant de se dire oui, le couple a annoncé lors du mariage qu'il cherchait à avoir autant de bébés que la nature leur permettrait. Andrea décidera de devenir femme au foyer et de quitter son travail d'infirmière lorsqu'elle aura son premier enfant. Et bien 3 mois après, elle tombe enceinte. Le couple achète alors une maison à Friendwood au nord-ouest du Texas. Le 26 février 1994, le petit Noah Jacob voit le jour. Russell et son épouse sont aux anges, et tu m'étonnes, le premier enfant c'est toujours très beau. Mais un matin, quelques semaines plus tard, quelque chose de bizarre va se produire. Andrea va avoir une étrange vision dans son esprit, comme une sorte de rêve éveillé. Une image d'un couteau, puis une scène représentant quelqu'un poignardé. La vision disparaît aussi vite qu'elle est apparue. La sensation était très étrange pour elle, et elle décide de ne pas en parler à son mari. Peu de temps après, Russell accepte une offre d'emploi de 6 mois en Floride, à presque 15 heures de route de leur maison. Andrea accepte, quitte sa famille, ses amis, et arrête la natation. C'était une nouvelle aventure qui commençait pour la petite famille Yates. La maison de Friendwood est mise en location, et le couple décide d'emménager ailleurs. Ils vont emménager dans une petite roulotte dans la ville de Seminole en attendant de trouver mieux. Le 15 décembre 1995, le couple donne naissance à leur deuxième enfant, John Samuel. Andrea et Russell sont des gens très croyants, et c'est pour ça qu'à chaque fois, ils décident de donner des noms à leurs enfants à connotation biblique. Andrea est une jeune femme qui a tendance à être très secrète dans ses sentiments, et cela semble poser quelques problèmes avec sa relation avec Russell. De temps en temps, son mari lui demande de prendre un peu plus de temps pour elle. Selon lui, elle donnerait peut-être un peu trop de son temps à s'occuper de John et Noah. Mais cela ne semble pas être l'avis d'Andrea, qui répond par simplement « Je suis une mère maintenant ». La journée, pendant que Russell travaille, elle emmène ses 2 garçons à la plage et s'occupe d'eux du mieux qu'elle peut. Sa vie semblait lui convenir, en tout cas elle ne s'en plaignait pas. Le 13 septembre 1997, c'est au tour de Paul Abraham d'entrer dans la vie des Yates. Cette année-là, Russell ayant terminé son job en Floride, le couple retourne s'installer au Texas. Mais ils ne vont pas réintégrer leur maison. Ils préféraient pour le moment continuer à vivre dans une sorte de maison roulante. Russell et Andrea sont finalement un peu des voyageurs et aiment manifestement sillonner les routes avec leurs enfants. D'ailleurs, souvent, Andrea leur fait l'école à la maison. Mais la roulotte devient trop étroite pour accueillir la famille composée maintenant de 5 personnes. C'est alors qu'en 1998, Russell apprend une bonne nouvelle. Un camping-car GMC de 1978 est en vente et il sera parfait pour eux. Et ce camping-car, faut savoir une chose, il n'était pas vendu par n'importe qui. Il appartenait à Michael Woroniecki. Cet homme est très connu aux États-Unis. C'est un prédicateur de rue, porteur d'une parole évangéliste relativement extrême. Ces 30 dernières années, il a participé à de nombreux événements publics dans tout le pays. Et même au-delà de tout ça, il est en train de prêcher sa bonne parole accompagné de sa femme et de ses 6 enfants. C'est un homme incroyablement transcendé par sa croyance. Pour donner un exemple de son audace dans ses actions, il est allé jusqu'à manifester et prêcher sa foi chrétienne à Casablanca, au Maroc. Il disait certaines choses interdites par la loi religieuse. Suite à ça, une émeute a éclaté et il a reçu l'ordre par les autorités de quitter le pays.
pays. Certains écrits de Mikhail Woroniecki ont été une source d'inspiration pour Russell Yates durant ses études. Dans les années 80, cet homme très religieux et Russell s'étaient d'ailleurs rencontrés sur le campus universitaire. Ils avaient beaucoup discuté et après quelques années, ils étaient même restés en correspondance écrite. Un jour, Russell présenta Andrea à Mikhail. Elle fut d'abord intimidée, mais par la suite, Mikhail s'est mis à écrire des lettres au couple et ensuite seulement à Russell. Dans ces échanges, il donnait son avis sur beaucoup de choses, sur des thèmes souvent liés à sa croyance. Peu à peu, les Yates se sont mis à partager à peu près la même doctrine. Leur famille déjà pieuse le devenait encore plus. L'époux travailleur et responsable de l'entretien des ressources, accompagné de son épouse fidèle, s'occupant de ses enfants et de leur maison. C'était le tableau que l'on pourrait à première vue dresser des Yates. Une famille respectable, alimentée par la religion et l'éducation. Et c'était le cas. Andrea est une personne aux grandes capacités, qui depuis sa plus tendre enfance couronne de succès presque tout ce qu'elle entreprend. Son frère Andrew Kennedy témoignera et dira toutes les choses suivantes. Mon père nous a appris à être indépendants et à prendre soin de nous-mêmes. Ma sœur pensait qu'elle pouvait tout faire, s'occuper des enfants et de l'école à la maison aussi. Elle s'occupe aussi de son papa atteint d'Alzheimer à qui elle tient énormément. Mais Andrea en fait vraiment, mais vraiment beaucoup trop. On pouvait déjà percevoir une sorte de fatigue dans son attitude. Surtout que par pudeur peut-être, elle n'avait pas pour habitude de parler de ses émotions. Andrew, son frère, va continuer à dire les choses suivantes. Andrea et son mari étaient des gens très tranquilles, très privés. Toute notre famille pensait qu'Andrea en faisait trop. Elle n'avait que 3 ou 4 heures pour elle dans toute la semaine au mieux. Et même durant ces moments, elle devait emmener les plus jeunes de ses enfants avec elle. Le 15 février 1999, un autre garçon agrandit pourtant la famille Yates, Luke David. Mais environ un mois après, Russell remarque que son épouse est devenue déprimée. Le 16 juin, Andrea appelle son mari qui est encore au travail, en lui demandant de rentrer le plus vite possible. Arrivé à la maison, Russell la trouve assise au fond du camping-car, en train de trembler et de se ronger le bout des doigts. Il ne parvient pas à la calmer. Il demande à Jutta, la maman d'Andrea, de rester avec elle. Il lui demande de rester avec elle toute la journée du lendemain jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Au début, Russell pensait que son état était lié à la grippe, qu'il l'avait tous eu il y a de ça quelques semaines, mais ce n'était pas ça. Le lendemain, Andrea annonce à sa mère qu'elle va faire une sieste. Elle s'installe donc dans sa chambre. Mais là, elle avale au moins 40 pilules de trazodone, un médicament pour l'insomnie de sa mère. Au bout de quelques longues minutes, Jutta entre dans la chambre et la trouve allongée inconsciente. Andrea vient d'essayer de mettre fin à ses jours. Tout le monde est sous le choc et ses enfants sont en pleurs. Heureusement, elle est rapidement prise en charge par le 911 et elle est admise à l'hôpital. Elle sera relâchée assez rapidement avec une ordonnance avec des médicaments antidépresseurs. Cet événement est le commencement d'une période très difficile qui démarre pour la famille Yates. De retour à la maison, Russell ne reconnaît plus sa femme. Pour lui, sa personnalité a radicalement changé. D'une femme très dynamique, il la décrit maintenant comme un zombie. C'est pas très gentil de dire ça de sa femme, mais ouais, selon lui, c'était un zombie. Et il va même déclarer plus tard toutes les choses suivantes. Pendant qu'elle était malade, Andrea ne répondait que par des déclarations de 1 à 2 mots. Elle se promenait nerveusement, elle semblait désorganisée et confuse, en plus d'être négligée. Elle se grattait la tête jusqu'à se faire des plaques rouges et sa jambe tremblait d'une façon incontrôlable. Elle portait Luke sur sa hanche et ne voulait pas le nourrir, même quand il pleurait. Elle regardait fixement dans le vide pendant de longues périodes. Lorsqu'elle était au plus mal, elle ne mangeait ni ne buvait. Elle pouvait à peine marcher. Rappelez-vous ce fameux matin de 1994. Elle avait eu une vision d'une personne poignardée. Et cette vision, elle s'est répétée. Et pas qu'une fois, non. Dans sa tête, quelque chose n'allait pas. Elle avait quelque chose qui clochait quelque part dans son cerveau. Andrea en parle vaguement avec un psychiatre et elle est enfin diagnostiquée. Pour lui, c'est manifestement une dépression postpartum, un trouble de l'humeur associé à l'accouchement. Selon certains psychiatres, la dépression postpartum est un type de maladie dit à répétition, dont chaque épisode est généralement pire que le précédent. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette tentative, Andrea montre des signes de culpabilité par rapport à sa famille et à tout ce qu'elle a fait. Norma Toriak est une assistante sociale qui a pu s'entretenir avec elle durant cette période. Selon elle, Andrea a tendance à éviter certains sujets la concernant qui pourraient l'aider à aller mieux. Elle se soucie des autres mais ne prend jamais réellement le temps de se soucier d'elle-même. Au cours de leur entretien, Norma se met à soupçonner l'époux de la jeune femme d'être un peu trop contrôlant. Elle se méfie de lui, mais Russell a sa propre évaluation en ce qui concerne sa femme. Pour lui, Andrea a perdu son identité et elle ne compte que sur lui pour prendre des décisions. Elle est trop concentrée sur
sur ses enfants. Il pense qu'elle s'oblige à porter un fardeau trop lourd pour elle et qu'elle a tendance à réfréner sa colère. Pour lui, sa femme est seulement victime d'une dépression et non d'une maladie mentale. Malgré ces discussions, rien de plus n'est mis en place. Les semaines passent et Andrea ne va pas mieux. Là, tout ce qu'on est en train de découvrir, ça ne sent pas bon du tout. Rien n'est fait pour qu'Andrea soit prise en charge. On fait potentiellement face à un problème psychiatrique qui n'est pas du tout à prendre à la légère. On l'a vu dans beaucoup trop d'affaires, ça commence avec tout un tas de signes non traités et ça finit très mal. Bref, je reprends, Andrea ne va pas mieux du tout. Silencieusement, elle se mutile avec ses ongles. Puis un jour de juillet, elle est dans un état second face à ses propres limites. Elle se menace elle-même avec un couteau devant le miroir de la salle de bain. Elle supplie son mari de la laisser mourir. À un psychiatre qu'elle rencontrera plus tard, Andrea disait qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Ses visions s'accentuaient beaucoup trop, jusqu'à entendre des voix qui lui ordonnaient de faire des choses horribles. À travers ces petites voix, tout au fond de son être, elle ne pouvait s'empêcher de nourrir un sombre projet, celui de tuer Noah. Après cette nouvelle tentative, Andrea retourne à l'hôpital. Et cette fois-ci, elle intègre une unité de soins psychiatriques intensifs. Là-bas, après de longues discussions avec le docteur Starbranch, celui-ci comprend l'urgence de la situation. Il décide de faire une injection à Andrea d'un cocktail de 2 médicaments. Et comment vous dire que ça porte des noms bien flippants. De l'Ativan, un anxiolytique et surtout de l'halopéridol, qui est un médicament antipsychotique particulièrement lourd. Mais Andrea réagit plutôt bien au mélange. Elle réagit même très bien. En 24 heures, elle reprend du poil de la bête. Elle marche, parle normalement et regagne un peu plus d'appétit. Russell retrouve doucement la femme qu'il a épousée. Au vu des résultats encourageants, le médecin décide de lui prescrire l'halopéridol de façon régulière, conjugué à un antidépresseur aux effets stabilisateurs de l'humeur. Mais le docteur Starbranch est formel sur un point. Si Andrea et son mari ont plus d'enfants, il y aura 50% de chances qu'Andrea devienne déprimée. Elle aura alors probablement les mêmes symptômes et aura besoin du même traitement. Après ça, la famille déménage dans une petite maison, comme pour tourner un peu la page sur toute cette histoire. L'état d'Andrea s'améliore de jour en jour et c'est un soulagement pour tous ses proches. Ils avaient espoir de la voir vivre des jours meilleurs. Les semaines et les mois passent et la vie de famille semble reprendre son cours normal. Vers mars de l'année 2000, le docteur Starbranch a même fini par arrêter de prescrire l'halopéridol à Andrea, qui a arrêté les antidépresseurs d'elle-même. Ainsi, pendant toute l'année 2000, Andrea semble aller beaucoup mieux. La famille emménage même dans une nouvelle maison, toujours au Texas, à Beachcomber Lane. Une maison suffisamment spacieuse pour que tout le monde y trouve sa place. Andrea se remet un peu à la natation et il lui arrive de nager dans la piscine du quartier. Elle s'implique beaucoup dans la vie de ses enfants, leur faisant souvent des gâteaux et les emmenant au parc. Elle était très appliquée, jusqu'à même fabriquer des déguisements pour ses enfants et leurs petits copains. Bref, le lourd passé a l'air d'être enfin terminé et la page doit se tourner. Les choses vont si bien que peu à peu, Andrea et son mari discutent d'avoir un nouvel enfant. Selon les propos de Russell, ils aimaient beaucoup trop les enfants et ils voulaient toujours en avoir de plus en plus. Les paroles de mise en garde du docteur Starbranch reviennent alors dans les pensées du couple. Mais dans l'un de ses nombreux témoignages, Russell affirme que lui et sa femme étaient confiants pour la suite. Compte tenu des choses, Andrea et moi avons décidé d'avoir plus d'enfants. Si Andrea redevient déprimée, on reconnaîtra rapidement ses symptômes et on l'emmènera chez le médecin. Et ils vont lui donner les mêmes médicaments qui avaient fonctionné auparavant. Supposons que vous puissiez recevoir une belle voiture neuve en échange d'avoir enduré la grippe pendant 2 semaines. Vous accepteriez? Un enfant a bien plus de valeur qu'une voiture. Pour nous, c'était un bon échange, en se disant que même si les problèmes devaient arriver de nouveau, ces symptômes ne seraient ni graves ni durables, car elles seraient traitées rapidement et efficacement. Russell conclut par la phrase suivante: « Nous n'avions aucune idée que le fait d'avoir un autre enfant pourrait conduire à une telle tragédie. » Et ainsi, le 30 novembre de l'an 2000, Andrea accouche à nouveau. Elle espérait cette fois-ci avoir une fille, et son souhait s'est réalisé. Il décide de la baptiser Mary Deborah. Cet événement est un nouveau miracle aux yeux de la famille Yates, et la petite Mary est couverte d'amour par ses frères comme ses parents. Mais les médicaments ne sont pas des pilules magiques, et la santé d'Andrea est très fragile. Environ 4 mois après cette naissance, un jour du début de mars 2001, un événement vient bouleverser le précieux semblant de stabilité nécessaire au mental de la jeune maman. Le décès de son papa, que la maladie et l'âge ont fini par emporter. Et c'est à partir de là qu'Andrea a recommencé à gratter sa tête, jusqu'à devenir carrément chauve dans certaines parties de son cuir chevelu. Elle refuse de boire et de manger pendant plusieurs jours. Elle va lire frénétiquement la Bible et refuse de nourrir
arrière-marée. Son état devenait si inquiétant qu'elle devait être hospitalisée immédiatement. Son frère Andrew déclare par rapport à tout ça tout ce qui va suivre. La mort de mon père a été très dure pour elle. C'était probablement la dernière chose majeure qui lui est arrivée avant le drame, et elle ne s'en est jamais remise. Et la situation s'est aggravée par la suite. Andrea se met à moins parler, et son rire déjà rare semble avoir disparu. 3 semaines viennent de s'écouler, et Russell est dépassé par le comportement de son épouse. Il décide sur les conseils du docteur Starbranch, avec qui il est toujours en contact, d'emmener Andrea dans un nouvel établissement psychiatrique. Le couple en parle, mais la mère des 5 enfants refuse de quitter le foyer. Mais son état est trop critique, et un juge est sollicité pour demander son internement de force. Andrea pourrait être dangereuse pour elle-même, il fallait faire quelque chose. Russell, aidé de son frère Brian, l'oblige ainsi à s'asseoir dans un véhicule pour l'emmener jusqu'au complexe hospitalier d'Everett Texas Treatment de la ville de League City. Le 1er avril 2001, elle est donc confiée à un nouveau psychiatre, le docteur Mohamed Saïd. Le docteur Tiedz, un autre psychiatre du centre, déclara plus tard qu'Andrea se disait déprimée par la mort de son père. Elle disait qu'elle se sentait mal de ne pas s'occuper de ses enfants durant la période où elle était internée. Russell, quant à lui, a eu une conversation avec le docteur Saïd. Il lui explique les antécédents de sa femme, et il souhaite que son traitement soit semblable à celui prescrit par l'ancien psychiatre d'Andrea, l'haloperidol, ce nom barbare qui a eu des résultats magiques auparavant. Pour lui, il est évident que c'est ce traitement dont sa femme a besoin. Mais le docteur Saïd n'est pas convaincu. En lisant le dossier médical et les analyses faites par le docteur Starbranch, il constate qu'un état de psychose a été diagnostiqué, et note les effets visiblement positifs du remède utilisé. Mais l'haloperidol est un psychoactif très puissant à ne pas prendre à la légère. Mais malgré ça, il accepte tout de même de la remettre sous ce médicament. Mais au bout de quelques semaines, il décidera d'interrompre le traitement. Andrea a un visage sans émotion et plat, et cette substance semble desservir sa santé plus qu'autre chose. Surtout que pour lui, il n'y a aucune preuve de psychose. Elle est déprimée, voilà tout, et l'haloperidol ne semble pas adapté. Mais il y a une chose qui n'a pas été prise en compte, quelque chose de très grave. Les hallucinations d'Andrea, car elle en a toujours, nombreuses et épouvantables. Russell n'est toujours pas au courant de ces dernières, et le docteur Saïd dispose d'une note dans son dossier qui dit qu'elle niait en avoir eu. Il faut dire que par rapport à ses visions, Andrea était toujours vague. C'était probablement dû à son caractère. Déjà que c'était difficile avec les médecins, elle n'en aurait jamais parlé à son mari. Ses visions peuvent tourner autour du meurtre de ses enfants, de celui de Noah en particulier, ou bien de mettre fin à ses jours, ou bien de l'avenir. Elle pouvait être tourmentée par son état mental défaillant, s'ajoutant en plus la dimension religieuse. Car dans ses dernières correspondances avec Mikhail Woroniecki, ce dernier avait des discours particulièrement extrêmes. Et ça aurait pu avoir une certaine incidence sur la psychologie et dans la façon dont réagissait Andrea. Par exemple, dans une lettre, il écrit que le rôle de la femme résulte du péché d'Ève et que les mauvaises mères enfantent de mauvais enfants. L'interprétation est large, mais dans le cas de la maladie mentale, la porte de la culpabilité peut être très rapidement grande ouverte, et on va en voir les conséquences un peu plus tard. Environ 10 jours après son internement, Andrea recommence heureusement à se nourrir. C'est une amélioration jugée suffisante pour le docteur Saïd, qui va la libérer immédiatement pour qu'elle puisse rentrer chez elle. De retour à la maison, Dora Yates, la maman de Russell vivant au Tennessee, est présente. Dorénavant, elle aidera sa belle-fille à s'occuper de ses 5 enfants. Elle sera là pour veiller qu'il n'y a aucun souci, au moins jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Le jeudi 3 mai 2001, Andrea part se promener avec ses enfants, accompagnée de Dora. En revenant, Noah voit que l'attitude de sa maman est un peu étrange. Elle s'était rendue dans la salle de bain pour faire couler de l'eau dans la baignoire jusqu'à la remplir. Noah se dirige vers sa grand-mère pour la prévenir de tout ça. Dora se rend à son tour près de la baignoire pour arrêter l'eau. Mais Andrea ne prend pas de bain. Lorsqu'il lui demande la raison pour laquelle elle fait couler un bain, elle répond juste « j'en aurais peut-être besoin ». Il n'y avait pas plus d'explications. Peu de temps après, elle est emmenée pour revoir son médecin qui la soupçonne d'avoir toujours des pensées suicidaires. C'est peut-être toujours le cas. En tout cas, dans sa tête, plus rien ne tourne rond. Elle est complètement perdue dans une logique dénuée de sens, où se mêlent croyances, peur, culpabilité et mort. Et sa perdition l'amène vers de sombres chemins. De très très sombres chemins. En secret, elle décide de préparer quelque chose. Mais cette fois-ci, elle n'en parle absolument à personne, même pas au pasteur. Et ce, malgré sa foi inconditionnelle. Après l'avoir vu, le docteur Saïd conclut que l'état d'Andrea est stable, bien qu'elle n'exprime que très peu d'émotions. Le docteur Saïd va dire « Pensez-vous pouvoir faire du mal ?» La réponse d'Andrea se fit dans un murmure. Et elle dit « Non ».
Le docteur se contentera de cette réponse. Avant de la saluer, il lui donne un dernier conseil. Essayez de trouver de nouvelles façons de contrôler votre pensée. Malgré son professionnalisme, il ne lui est pas venu à l'idée de lui demander si elle pouvait faire du mal à une autre personne qu'elle-même. Et c'est à partir de là que tout va basculer. Mes amis, je vous propose de découvrir l'horreur et la tristesse d'Andrea Yates. Let's begin. La première fois que j'ai découvert ce qui va suivre, je vous avoue que j'ai eu les larmes aux yeux. Accrochez-vous bien parce qu'il y a énormément de tristesse sur ce qui va suivre. 20 juin 2001, nous sommes un matin et Andrea, comme à son habitude, prépare le petit déjeuner des enfants alors que Russell s'apprête à partir. Il déjeune puis se rend au travail. Mais avant ça, John demande à son papa si aujourd'hui il serait d'accord pour l'emmener au travail pour lui montrer la NASA. Russell décline sa proposition et lui dit de rester avec sa maman, qui lui montrerait une prochaine fois. La grand-mère Dora, quant à elle, n'est pas encore arrivée. Et c'était normal étant donné que chaque soir de son séjour, elle dort dans un hôtel à quelques kilomètres de la maison. Russell s'en va et il est près de 9h. D'ici 1 heure environ, la grand-mère des enfants devrait arriver. Andrea se retrouve seule avec ses enfants. Elle se dirige alors dans la salle d'eau et fait couler un bain. Puis alors qu'ils regardent leurs dessins animés et mangent leurs céréales, Andrea va inviter Paul à venir la rejoindre pour se baigner. Là, lorsque le petit garçon est dans la baignoire, Andrea lui met la tête sous l'eau. Paul se débat et il s'étouffe. Andrea le maintient dans cette position jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Elle emmène ensuite le corps dans sa chambre, puis l'allonge sous la couverture, sa tête encore mouillée, posée sur les oreillers. Puis elle répète le même scénario avec Luc, puis avec Jean, puis avec Marie. Pour finir, sans prendre le temps de cacher la petite fille, elle appelle son plus grand fils, Noah. Mais lorsqu'il rentre dans la salle de bain, il remarque quelque chose de bizarre. Il distingue sa petite sœur avec le visage plongé dans l'eau, qui ne bouge plus. Il demande alors « Qu'est-ce qui ne va pas avec Marie ?» Puis selon le récit d'Andrea, il tente de s'enfuir de la maison. Mais elle va rattraper directement le garçon de 7 ans. À son tour, elle lui plonge la tête dans cette baignoire meurtrière, alors que Marie est toujours en train de flotter. Il se débat de toutes ses forces, se faisant des bleus, mais en vain. Andrea emmène ensuite Marie près de ses frères et enroule leurs bras autour du bébé, dans une sorte de position funéraire. À 9h56, le téléphone de Russell sonne et il répond. C'est Andrea et elle a l'air vraiment très préoccupée. Elle dit « Tu dois rentrer à la maison ». Russell va alors répondre « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Oui, c'est l'heure. » « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Andrea ?» Russell prend tout de suite le coup de fil très au sérieux et commence à paniquer. Il est encore tôt et sa mère n'est peut-être pas encore arrivée. Il appelle pour s'en assurer et non, elle n'était pas encore là. Dora demande à son fils la raison de cette question. Russell répond que quelque chose ne va pas à la maison, que ça concerne peut-être les enfants. Il quitte très rapidement les bureaux de la NASA, prétextant une urgence familiale. Il rejoint le parking, monte dans son SUV et appelle Andrea en priant qu'elle réponde. Et là, elle décroche et il lui demande si quelqu'un est blessé. Elle répond oui à sa question. Et il va lui demander qui. Les enfants. Tous. Ils sont tous blessés. 10 minutes avant, Andrea avait appelé le 911 et elle est tombée sur l'agence Tubblefield. À plusieurs reprises et avec une respiration irrégulière, elle lui avait demandé à ce qu'un officier de police vienne chez elle. Mais elle n'a pas tout de suite révélé ce qui venait de se passer. L'agent pense tout d'abord avoir affaire à l'appel d'une femme battue. La peur dans la voix, le souffle, le manque d'informations, c'était comme si quelqu'un était dans la pièce avec elle, à écouter tout ce qu'ils étaient en train de dire. Après qu'elle ait précisé qu'elle avait 5 enfants, l'agent décide d'envoyer quelqu'un à la maison. Alors que Russell est sur la route, c'est l'officier David Knapp qui reçoit un appel de la centrale par radio. Une femme vient d'appeler le 911 et ça a l'air plutôt urgent. En quelques minutes, David arrive à l'adresse indiquée. Devant l'entrée de la maison de Beachcomber Lane, elle attend. Elle respire difficilement, mais elle attend. David se gare, s'approche d'elle et lui demande « Pour quelle raison avez-vous demandé un officier de police, madame ?» Andrea le regarde droit dans les yeux et lui répond simplement « Je viens de tuer mes enfants. » David reste immobile pendant quelques secondes et lui demande où ils sont. Alors Andrea l'emmène voir ses enfants allongés dans la chambre. David la suit sans vraiment être préparé à ce qu'il va voir. Lorsqu'il entre dans la pièce, il découvre un grand lit au drap couleur bordeaux. Sur le lit, on aperçoit des petits bras blancs, comme de la porcelaine qui dépasse. L'agent de police s'approche doucement des enfants, délicatement et méthodiquement. Il vérifie s'il peut trouver des signes de vie. Mais les enfants sont froids et ne bougent pas d'un cil. David distingue une substance mousseuse au niveau de leurs narines. C'est le signe qu'un grave problème provient de leurs poumons. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Noah 7 ans, John 5 ans, Paul 3 ans, Luc 2 ans,
et Marie 6 mois sont partis. David Knapp demande à Andrea de s'asseoir et il appelle des renforts. Puis il s'assoit face à elle en attendant qu'ils arrivent. Peu de temps après, la maison des Yates est cernée par plusieurs agents de police et elle est officiellement déclarée comme étant une scène de crime. Noah est enfin découvert dans la salle de bain, le visage contre le fond de la baignoire, baignant au milieu de ce qui semble être sa matière fécale. Andrea est mise en état d'arrestation. Et alors que les policiers travaillent autour de la maison, un cri déchirant est entendu dans la rue. C'est Russell et il est enfin arrivé chez lui. Il passe sous les rubans jaunes de la police et un des officiers se précipite devant lui pour l'appréhender. Le père de famille hurle « Qu'est-ce qu'elle a fait à mes enfants ? Qu'est-ce qu'elle a fait à mes enfants ?» Il explique en 2 mots l'appel de sa femme qu'il a reçu au bureau et les choses effrayantes qu'elle disait. L'officier lui fait comprendre que ses 5 enfants viennent de s'en aller. Et là, Russell s'effondre par terre. Il continue de crier de souffrance en pleurant. Il se met à cogner contre le sol, puis à se recroqueviller sur lui-même quelques instants. Andrea vient de commettre l'impensable, l'irréparable. Sa folie l'a poussé à aller jusqu'au bout de ses délires hallucinatoires. Dorénavant, et à jamais, la famille Yates est disloquée. Détruite. Celle qui était une maman est emmenée au commissariat dans la foulée pour y être interrogée. Installée à une table, un Coca-Cola face à elle, Andrea a les yeux fixes et vides. Aucune expression ni émotion ne transparaît sur son visage. Face à elle, le sergent Eric Mell. Il lui demande de retracer la matinée d'aujourd'hui depuis le réveil. Et c'est ce qu'elle va faire. Ensuite, après qu'Andrea lui ait expliqué avoir rempli la baignoire d'eau, il lui demande ce qu'elle prévoyait de faire. Andrea adopte une voix monocorde et dit « Noyer mes enfants ». Le sergent Mell demande alors pourquoi. Après une longue réflexion et de l'aide pour mettre des mots sur ses actes, Andrea finit par avouer la préméditation de ses meurtres. Elle dit les avoir envisagés depuis qu'elle savait qu'elle était une mauvaise mère. Selon ses confessions, ça faisait déjà 2 ans qu'elle songeait à cette folie. Et même si ce mot est plus que très faible pour l'ampleur de la chose, cet acte est explicable pour Andrea. Non, elle n'était pas en colère contre eux. Et non, elle ne détestait pas les enfants. Sa raison, c'est qu'ils ne se développaient pas correctement. Oui, c'est de la pure folie qui nous montre à quel point Andrea n'allait pas du tout bien. Dans ses lettres avec Michael Woroniecki, ce dernier disait dans un de ses sermons bibliques « Les mauvaises mères enfantent de mauvais enfants ». Eh bien Andrea pense qu'elle en est une de mauvaise mère. Et comme elle l'est par sa faute, ses enfants le seront également. C'est ce schéma qui semble s'être doucement dessiné dans son esprit malade. Elle dira plus tard que ses enfants n'étaient pas liés par le ciel, et qu'ils auraient mal tourné, et que probablement ils seraient sûrement devenus des tueurs en série. Donc leur ôter la vie était la seule chose à faire. Quoi ? Continuons. Puisque Satan l'avait repéré elle, Andrea Yates, alors c'était la seule solution. Elle devait le faire, c'est ce qui les sauverait selon elle. De son témoignage, ce qui s'est passé n'est pas une punition pour ses enfants, c'est une punition pour elle. C'est son dernier acte de miséricorde en tant que mère. Mais maintenant, ses enfants sont tous morts, et elle est désormais une meurtrière. Et elle se dit elle-même coupable, et ajoute... Je mérite d'être puni. Ses parents, sa fratrie ou encore Russell n'avaient jamais rien dit de tel à propos d'elle. Jamais ils n'avaient dit qu'elle était une mauvaise mère. Ils pensent que la psychose est à l'origine de son état d'esprit. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la condamnation d'Andrea. En 2002, le procès Yates s'est ouvert. L'avocat qui défend Andrea plaide l'aliénation mentale, disant qu'Andrea ne peut pas être tenue responsable de ses meurtres. Au Texas, la non-responsabilité des meurtres peut être défendue si l'on arrive à démontrer que l'accusé ne pouvait pas distinguer le bien du mal lors des faits. Si elle est reconnue coupable, elle sera automatiquement condamnée à la prison à vie. Mais si elle est déclarée non coupable pour cause de démence, alors là, ça change tout. Elle sera alors placée dans un hôpital psychiatrique et restera sous la juridiction du tribunal. Avant le procès, plusieurs psychiatres ont diagnostiqué chez Andrea une dépression majeure. Elle avait une psychose postpartum, une schizophrénie, un trouble bipolaire et un trouble de la schizopersonnalité. D'ailleurs, ce n'est que pendant le procès que Russell a appris que sa femme avait des visions cauchemardesques. Ajouté à ce diagnostic, un psychiatre témoin de la défense déclare que l'état mental d'Andrea Yates au moment des noyades était très mauvais. Ce même psychiatre a déclaré sur une chaîne américaine que le destin de cette famille aurait pu être différent si Andrea n'avait jamais rencontré Michael Woroniecki. D'ailleurs, selon certains médias, cet homme aux pensées extrêmes et religieuses aurait porté une certaine responsabilité quant à l'influence d'Andrea. Cependant, Michael Woroniecki et Rusty Yates ont tous deux rejeté les allégations. Selon un journal de Houston, Russell a dit que sa relation avec Woroniecki ressemblait plus à un apprentissage comme dans un livre. Il disait qu'Andrea était libre d'accepter ce qu'elle voulait et de rejeter ce qu'elle ne voulait pas, et que c'était
c'était juste fou de penser ça une seule seconde. Il a déclaré qu'Andrea souffrait de schizophrénie, de dépression et de délire depuis des années. Il disait que la presse ne voulait rien de plus que créer des reportages à sensations fortes pour le public. Quant à Michael Wawroniecki, il a qualifié les affirmations de la défense de ridicules, qu'il n'avait rencontré Andrea personnellement que 4 ou 5 fois en 20 ans, et que sa relation avec elle n'était rien d'autre que de l'amour et de la compassion. Puis vient le verdict. Pour Andrea, il y en a 2, espacés d'environ 4 ans. Sa première sentence l'a condamné en 2002 à la prison à perpétuité pour meurtre avec préméditation. Une remise en liberté conditionnelle après 40 ans d'emprisonnement. Les jurés n'étaient pas convaincus par son aliénation mentale. Mais en 2005, une cour d'appel a annulé la condamnation pour cause de faux témoignages de la part de l'un des témoins experts de l'État. Tout ça parce qu'il aurait pu biaiser le jugement final. Son procès d'appel, daté du 26 juillet 2006, a abouti à un verdict de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Andrea est donc condamnée à intégrer un établissement de santé mentale, et ce pour de nombreuses années. Elle est actuellement enfermée à l'hôpital de Kerrville, dans l'État du Texas. La famille d'Andrea lui rend visite tous les jours où ils sont autorisés à le faire. Andrew Yates, son frère, va déclarer toutes les choses suivantes concernant sa sœur. Elle va lentement mieux. Je sais qu'on essaie de la soigner et qu'on essaie de la rendre aussi normale que possible. Mais ça ne marche pas. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Il va falloir des médicaments et des psychiatres. Aujourd'hui, Andrea se rend compte de ce qu'elle a fait. Elle sait que les enfants sont partis. Mais son frère ne pense pas qu'elle se rendait compte des conséquences. Il conclut par cette phrase. Quand elle l'a fait, elle pensait qu'elle faisait la meilleure chose pour eux. Ce n'est que lorsqu'Andrea est tombée malade que ses proches ont pleinement réalisé que la maladie mentale régnait dans toute la famille. Ils ont tous commencé à se confier l'un à l'autre. Il s'est révélé que le frère d'Andrea, Andrew, et sa sœur Michelle étaient traités pour dépression. Son autre frère Brian a découvert qu'il était bipolaire. Plus il parlait, plus il soupçonnait tout ce que leur père, avant son décès, luttait lui aussi contre la dépression. Andrea, elle, avait eu des épisodes dépressifs lors de son adolescence, mais elle n'avait jamais été suivie pour ça. Après de longs moments de réflexion et beaucoup de temps, Russell, son mari, s'est dit qu'elle n'avait pas tué intentionnellement ses enfants. Devant les caméras de télévision, il déclare l'aimer et la soutenir. Depuis lors, Andrea a été remise sous Haldol et d'autres drogues médicamenteuses. Bien qu'elle ait un souvenir déformé du 20 juin, d'autres souvenirs reviennent. Selon elle, c'est comme si un brouillard se levait. Ce n'est que récemment qu'elle a été autorisée à avoir des photos de ses enfants. Devant les journalistes, Andrea se déclare comme étant la femme la plus détestée au monde. Et elle se dit prête à aller en enfer pour tout ce qu'elle a fait. Les enfants sont enterrés près d'un ruisseau au cimetière Forest Park East à Houston, au Texas. Russell, quant à lui, continue de vivre dans la maison où ses enfants sont morts, mais finira sûrement par la vendre. Et il déclare à ce sujet « Je ne peux pas m'imaginer rester là, avec tous ces souvenirs ». Russell a ouvert un site internet en hommage à ses enfants. Sur le site, il a posté beaucoup de photos et de vidéos d'eux, ainsi que des récits qui retracent leur vie. Kathleen est une mère au foyer de 42 ans qui vit dans la petite ville de Calera, dans le sud de l'Alabama. Elle vit dans une banlieue chic de la ville, dans un beau pavillon familial. Kathleen est une jolie blonde qui prend énormément soin d'elle. Elle est d'ailleurs connue pour sa beauté et sa personnalité insouciante. Elle ne laisse personne indifférent. Partout où elle va, on la remarque. Elle a un style vestimentaire plutôt osé qui fait que beaucoup de gens se retournent vers elle, quand elle marche dans la rue par exemple. Mais Kathleen adore ça, elle aime être le centre d'intérêt. Sa ressemblance avec Marilyn Monroe est frappante. Malgré tous les préjugés qu'on peut avoir sur elle, c'est une femme mariée et fidèle. Elle a rencontré son mari Jeff West en 2004, et c'est seulement après 4 mois de relation qu'ils se sont mariés. Jeff est officier de police au campus du Southern College. C'est un vétéran de l'armée américaine où il y était recruteur. Le couple est très amoureux et juste 1 an plus tard, ils vont donner naissance à une fille qu'ils vont nommer Lola. Pour le monde extérieur, c'était une famille normale et heureuse, même si pour la plupart des gens, le couple n'allait pas vraiment ensemble. Beaucoup de gens se demandent comment Jeff a pu avoir une femme comme Kathleen. Pour eux, il était très chanceux, c'était même un gros vénard. Elle qui était plutôt exubérante, avec son style parfois à la limite de la vulgarité. Alors que Jeff, lui, c'était plutôt un homme très simple. Il s'agit d'un duo improbable, mais on dit souvent que les opposés s'attirent. Et c'est vraiment le cas pour Kathleen et Jeff. Malgré tout ça, le couple vit le parfait amour. Elle publie constamment des photos d'elle et de sa famille vivant leur vie tranquille de banlieue sur son compte Facebook. Elle aime vraiment passer du temps sur les réseaux sociaux et poste pas mal de photos sur leur quotidien. Kathleen va à l'encontre de tous les stéréotypes. Il y a beaucoup de clichés autour des femmes au foyer. On pense souvent à une femme épuisée qui vit à travers de son mari et de ses enfants. Mais Kathleen est l'inverse de tout ça. Elle est rayonnante.
Elle a toujours le sourire et elle aime réellement s'occuper de sa famille. Elle a réussi à trouver son équilibre, enfin, du moins en apparence. Car en réalité, elle a une vie secrète. Elle a su reprendre le dessus et utiliser son temps libre à une nouvelle passion. Elle s'est découvert un passe-temps peu commun. Et c'est peut-être son envie insatiable d'attention qui l'a poussée vers ça. En effet, elle menait une double vie. Et je vous arrête tout de suite, pas le genre de double vie où elle trompait son mari. Non, 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 c'était pas ça. Il s'agissait plutôt d'une double vie en ligne. La belle Kathleen est plus connue sous le nom de Kitty Cat sur internet. Elle aime poster des photos d'elle portant de la lingerie, des costumes, voire même rien du tout. C'est une exhibitionniste autoproclamée. Et tout ça dénote un peu avec la vision habituelle d'une mère au foyer, femme d'un vétéran de l'armée. Mais c'est grâce à ça qu'elle a trouvé son équilibre. Elle a réussi à se créer une véritable notoriété. Il y a énormément de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs utilisé cette notoriété sur les réseaux comme Twitter ou Instagram, où elle avait plus de 50 000 abonnés, pour annoncer son inscription sur OnlyFans, un site réservé aux adultes. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un site où il faut prendre un abonnement payant pour accéder au contenu publié par quelqu'un. Cette plateforme propose aussi de payer pour avoir accès à du contenu exclusif ou personnalisé sur demande. Et je tiens à préciser que je suis pas sponsorisé par OnlyFans. D'ailleurs, vous attendez quoi, bande de fourbes? Vous attendez que je sors Mogo Junior pour me donner un petit billet? Parce que parlez gratuitement de votre plateforme, ralassez-moi un petit peu, hein. La vie c'est dur, bon sang. Bref, reprenons. Kathleen a encouragé davantage de personnes à payer un abonnement mensuel pour accéder au contenu qu'elle y poste. Elle, qui a maintenant sa propre page, publie des photos plus intimes d'elle-même. Sa passion est donc devenue un véritable métier pour elle, et plutôt lucratif d'ailleurs. Elle adorait ça, et ne s'en cachait pas plus que ça auprès de son entourage. De plus, son mari Jeff était parfaitement au courant de ses activités, et il l'aidait même dans cette activité. On se dit que c'est difficile d'imaginer qu'un homme puisse accepter que sa femme s'expose de cette manière, mais Jeff la soutient totalement. Il est même un peu son photographe et prend des photos de sa femme. Lui, apparemment, ça ne le dérangeait absolument pas. C'était même le contraire, il était son premier fan. Et on pourrait même dire que cette nouvelle activité a renforcé le couple. Ils passent beaucoup de temps ensemble et ils ont l'habitude de faire beaucoup de sorties et de profiter au maximum de la vie. Comme par exemple le 12 janvier 2018. Ce jour-là, le couple s'est organisé un rendez-vous amoureux. Ils étaient en pleine soirée et ça s'est prolongé plus tard dans la nuit. À ce moment-là, ce sont alors les parents de Jeff qui gardaient Lola, âgée maintenant de 12 ans. Le couple a dîné à Papado Seafood Kitchen et a continué la soirée en prenant un verre au Red Zone Bar and Grill. Ils terminent la soirée romantique en faisant un passage dans un autre bar. Là-bas, ils achètent une bouteille de lucide absinthe et une bouteille de whisky Jameson. Le couple est très amoureux et ne cesse de se taquiner. Kathleen a le sourire et elle rit beaucoup avec son mari. Lorsque le couple rentre chez eux, ils vont continuer à boire, et pas qu'un peu. Ils vont s'enfiler des verres encore et encore. Sur Instagram ce soir-là, Jeff va poster une photo de la bouteille d'alcool qu'ils avaient achetée. La soirée continue et Jeff commence à prendre des photos de Kathleen dans un soutien-gorge rose, des sous-vêtements multicolores et des talons aiguilles roses. Et ces photos ne sont pas destinées à rester privées évidemment. Elles sont destinées à alimenter son compte Instagram ou sa page OnlyFans. Cette soirée semble parfaite pour le couple, mais c'est malheureusement la dernière fois que Kat West sera vue vivante. En effet, la vie semblait paisible pour les West jusqu'au matin du 13 janvier 2018. Lorsque Makorsha Purifoy, une voisine des West, se rend au travail très tôt ce matin-là. Elle fait une découverte horrible. Elle aperçoit un corps au bord de la route. Lorsqu'elle s'approche, elle réalise qu'il s'agit du corps de Kathleen. Elle était allongée à mi-chemin sur la route. La voisine commence à paniquer, mais heureusement, elle se ressaisit rapidement. Elle fait preuve d'un sang-froid remarquable. Elle retourne alors rapidement chez elle et prévient ses parents. En effet, Makorsha est une jeune fille de 19 ans. Elle ne savait pas quoi faire face à cette découverte. Elle était choquée, alors elle revient avec ses parents sur les lieux et ils appellent immédiatement le 911. Ils pensent alors que les secours pourront sauver Kathleen qui a dû faire une mauvaise chute. Les ambulances et la police arrivent le plus tôt possible. Mais une fois arrivés, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rien pour la pauvre femme. Kathleen est morte, allongée face contre terre. Son décès est prononcé à 5 heures du matin. Elle était là, sur le sol, à moitié nue, et elle ne portait qu'un soutien-gorge.
Lorsque le sergent de police de Calera, Mike Meloff, est arrivé sur les lieux, il a observé qu'à côté du corps de Kathleen se trouvait son téléphone portable et une bouteille ouverte d'absinthe qui était à moitié vide. Des éléments qui auront toute leur importance dans cette affaire. C'est alors qu'ils ont la douloureuse tâche d'annoncer la terrible nouvelle à son mari. Lui, apparemment, il ne se doutait de rien. Il était juste à quelques mètres de l'horreur. En effet, suite à toute cette agitation, Jeff décide de sortir de chez lui. Il s'approche alors des policiers, mais Jeff ne comprend pas tout de suite ce que lui racontent les enquêteurs. Il est sous le choc et refuse d'y croire. Comment la femme de sa vie, la mère de sa seule fille, peut être morte? Elle a été retrouvée comme ça dans la rue. C'était pas possible. Sans plus attendre, une enquête est ouverte immédiatement. Les enquêteurs supposent d'abord que Kathleen s'est enivrée et qu'elle est malheureusement tombée. Elle se serait alors cognée la tête, causant sa mort. Cette hypothèse est plausible, quand on sait que Kathleen est une éternelle enfant. C'était une fêtarde et elle aimait s'amuser. Elle sortait très souvent et elle aimait danser ou sauter sur le trampoline de la famille après quelques verres. Elle était connue comme étant insouciante, surtout après avoir bu le verre de trop. Mais cette thèse est vite abandonnée par les policiers, après avoir recueilli les déclarations des proches et des voisins. Ils ont examiné les preuves et suite à ça, les autorités ont commencé à soupçonner qu'un acte criminel était une meilleure piste. Les enquêteurs pensent qu'elle a été mortellement frappée avec la bouteille d'absinthe qui a été récupérée sur les lieux. D'ailleurs, il y avait quelque chose de vraiment étrange. La bouteille était posée au sol près du téléphone de Kathleen. Mais quand je vous dis qu'elle était posée au sol, elle était parfaitement posée au sol. C'est ça le truc un peu louche. On n'avait pas l'impression ici qu'elle avait fait une chute. Tout était bien placé et ça ressemblait presque à une mise en scène pour les enquêteurs. Sur les lieux, le sergent Meloff a également observé 2 mares de sang, une sur le sol et une dans l'herbe. Il pense alors que c'est la preuve que le corps de Kat a été déplacé. Sur les réseaux, la mort de Kat a fait énormément de bruit et pour cause, une photo d'elle circule. Une photo a été prise par un voisin et sur celle-ci, on voyait la scène du crime. Les enquêteurs vont tomber sur la photo également. Mais malheureusement, il est déjà trop tard. Elle est relayée de partout. Les autorités qui enquêtent sur la mort de la mère au foyer de 42 ans retracent non seulement la nuit de sa mort, mais aussi de sa vie en ligne. Les enquêteurs ont rapidement appris que Kat était active sur OnlyFans. Une amie du couple, Brittany Driesler, qui est aussi interrogée à son tour, a déclaré que Kat était très bavarde. Elle disait qu'elle était très bavarde à propos de son activité en ligne et que son mari adorait ça. Jeff West déclare aux autorités qu'il aidait à photographier Kathleen pour sa page en ligne. La police examine alors la possibilité qu'un de ses fans l'ait harcelé et tué. C'est alors qu'une enquête de grande envergure va commencer. Étant donné le nombre de ses abonnés, le travail était monumental. Chacun de ces postes sont alors scrutés et des centaines de personnes sont interrogées. Mais malgré tous les moyens déployés, les enquêteurs ne trouvent rien. Ils affirment n'avoir trouvé aucun suspect viable en ligne. C'est à ce moment-là de l'enquête que le médecin légiste, le docteur Stephen Boudreau, rend ses conclusions suite à l'autopsie effectuée. Celui-ci conclut que sa mort a été causée par un traumatisme contendant à la tête. Il a en outre expliqué qu'en raison de la petite taille de Kathleen, il était peu probable que la blessure à la tête ait été causée par une chute, et que la taille et la forme de la blessure correspondaient à la bouteille d'alcool trouvée sur les lieux. Ils ont alors confirmation de l'arme du crime, mais son expertise ne s'arrête pas là. Il a également déclaré que son taux d'alcoolémie était de 0,23 g, soit près de 3 fois la limite légale autorisée. Le superviseur Steve Johnson a examiné la bouteille d'alcool qui a été récupérée. Et sur celle-ci, il a réussi à extraire des empreintes digitales. Il a également trouvé du sang séché au fond de la bouteille, ainsi qu'un petit éclat dans le verre. Cette découverte va faire basculer tout le cours de l'enquête. Les empreintes trouvées sur la bouteille étaient celles de Jeff, le mari de Kathleen. Au premier abord, il semble logique que ces empreintes soient présentes sur la bouteille, car c'est avec lui que Kathleen avait bu de l'absinthe cette soirée-là, et ils ont donc dû toucher la bouteille. Mais le positionnement des empreintes est l'élément le plus troublant. Des empreintes de son pouce gauche et de son annulaire gauche indiquent que la bouteille a été tenue à l'envers. Et c'était exactement le geste qu'a dû faire le coupable pour tuer Kathleen. Les policiers ont hâte d'entendre Jeff à ce sujet. Jeff West déclare qu'il s'était réveillé le lendemain matin à cause de toutes les voitures de police dans sa rue et des aboiements de leurs chiens. Il affirme n'y être pour rien et n'avoir rien remarqué de suspect cette nuit-là. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un mensonge, car la voisine qui a trouvé le corps de Kathleen a témoigné que pendant qu'elle signalait la découverte au 911, elle avait vu Jeff faire les 100 pas à l'intérieur de sa maison.
Pour corroborer cette piste, ils analysent alors les données des montres connectées du couple. Des preuves irréfutables sont recueillies à partir de l'application santé de Jeff et Kathleen qui a enregistré leurs déplacements au quotidien. Le téléphone de Kathleen a montré que son dernier mouvement était le 12 janvier entre 22h45 à 22h54 sur une distance de 500 mètres. Aucun autre déplacement n'a été détecté jusqu'au lendemain matin, ce qui confirme l'heure de sa mort. Le téléphone de Jeff est examiné aussi et révèle des preuves dérangeantes. On y trouvait un déplacement le 12 janvier à 22h17 où il a effectué 10 pas et le dernier déplacement de 23h03 à 23h10 pour un total de 18 pas. Et tout ça ne colle absolument pas avec ses déclarations. Jeff a déclaré qu'il s'était couché vers 22h30. Mais selon les données recueillies, il était bien debout à l'heure du décès de Kathleen. Jeff a donc menti sur le déroulé de la soirée. Mais ces mensonges ne s'arrêtent pas là. Un dernier déplacement a été enregistré sur le téléphone de Jeff le lendemain, le 13 janvier de 5h12 à 5h22 du matin. Il était donc déjà levé à l'arrivée des policiers. Petite parenthèse, je trouve ça dingue à quel point les montres connectées peuvent te mettre dans la merde, bordel. C'est hyper précis, et excusez-moi les termes, mais il n'était pas très futé le bougre. Si c'est bien lui le tueur, qu'il est con. Enfin bref, comment un homme qui ne trouve pas sa femme à la maison en pleine nuit, et voyant une horde de policiers dans sa rue, peut-il rester enfermé chez lui sans rien faire? De plus, selon les rapports des enquêteurs, il est dit qu'après avoir appris que sa femme était morte, Jeff est resté très calme. Il y a même des images de caméras embarquées de sa réaction après qu'un officier sur place lui a annoncé la nouvelle. Sur la base de leur expérience antérieure, les autorités ont déclaré que ce n'est pas comme ça qu'une personne agit généralement, après avoir appris que son conjoint est décédé. Tout le monde réagit différemment dans ce genre de situation, mais compte tenu des éléments déjà en possession de la police, son comportement peut amener à se poser des questions sur son implication dans la mort brutale de sa femme. Les images n'ont pas été rendues publiques, mais ont été gardées sous scellé en cas d'éventuel procès. Les policiers continuent leur investigation et découvrent que derrière ce mariage qui semblait parfait pour tout le monde, il y avait en réalité quelques ombres au tableau. Les SMS échangés par Jeff et Kat au cours des semaines précédant le meurtre ont été analysés. Ils révèlent que leur relation était instable. 8 jours avant sa mort, Kathleen a envoyé ce SMS à son mari. « Je sais que tu as peur de me dire que tu ne veux pas être avec moi, mais ça ne fait que de me blesser davantage de me mentir. Et si tu ne veux pas de moi, dis-le alors. » Jeff va alors lui répondre par le SMS suivant. « Bébé, je te veux. Est-ce que tu me veux, toi ?» On n'en a jamais parlé après le réveillon. Kathleen va alors faire référence au fait que Jeff avait gâché 14 ans de mariage. Cependant, tous les messages étaient entremêlés de photos nues de Kathleen qui étaient envoyées fréquemment à son mari. Le caractère instable de leur relation était donc confirmé. Suite à toutes ces révélations, le jeudi 22 février 2018, Jeff West a été arrêté et accusé du meurtre de sa femme. Sa caution a été fixée à 500 000 $ et il a bien entendu plaidé non coupable. Dès son arrestation, Jeff West clame son innocence. Étonnamment, 2 de ses plus grands soutiens sont des personnes auxquelles on s'attend le moins. C'étaient les parents de Kathleen, John et Nancy Martin. Les Martin croient fermement que Jeff ne ferait jamais de mal à leur fille. Le père de Kathleen est tellement certain de l'innocence de Jeff qu'il affirme être sûr que Jeff n'avait rien fait à sa fille. Jeff a insisté dès le début qu'il ne ferait jamais de mal à sa femme. Il a déclaré que lui et sa femme avaient commencé à se disputer lorsqu'ils étaient rentrés chez eux, après leur rendez-vous en amoureux. Jeff était très énervé car Kathleen passait beaucoup de temps sur son portable et suite à une dispute, il a jeté son téléphone dehors. Pour justifier le fait que Kathleen ait été retrouvée dehors, il déclare ensuite qu'elle avait dû sortir pour le chercher et c'est à ce moment-là qu'elle serait tombée et qu'elle serait morte. Il s'agirait donc d'un terrible accident. Alors pourquoi il lui a pas porté secours? C'était bizarre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça sentait le mensonge à plein nez. Les procureurs pensent que c'est à ce moment-là qu'il a attrapé la bouteille d'alcool sur la table et l'a suivie. Et alors qu'elle se penchait pour prendre son téléphone, il l'aurait frappée. Mais Jeff continue de nier et reste sur sa version des faits. Pour lui, il s'agit d'un malheureux accident. Jeff déclare également que lorsqu'il s'est réveillé, quand il a entendu les autorités à l'extérieur, il s'est rendu compte que Kathleen n'était pas au lit et il a commencé à marcher dans la maison pour la chercher. Et il insiste sur le fait que c'est ce que le témoin a vu à ce moment-là. Rappelez-vous juste avant, quand un témoin l'a vu faire les 100 pas dans sa maison. Un jury est alors constitué et le procès de Jeff s'ouvre enfin pour avoir des réponses sur cette terrible nuit.
L'avocat de Jeff, John Robbins, a soutenu tout au long du procès que toutes les preuves présentées étaient circonstancielles et que son client était innocent et qu'aucun meurtre n'avait été commis cette nuit-là. Il a également défendu l'affirmation selon laquelle Jeff n'avait pas agi comme quelqu'un d'autre le ferait quand on lui a annoncé que son épouse était morte. Son avocat disait que Jeff était un soldat entraîné, vétéran de l'armée et qu'il avait été préparé à ce genre de situation. Les soldats sont formés pour contrôler leurs émotions et ils gèrent les situations stressantes de manière différente. Et armé pas armé ou mental d'acier, c'était sa femme. Et je pense que s'il l'aimait vraiment de tout son cœur, je pense sincèrement qu'il serait devenu fou et qu'il aurait eu les larmes aux yeux. Enfin bon, c'est mon avis, mais perso je trouve ça très spécial de ne pas réagir après la mort de sa femme. Enfin bon, lorsque le sujet du style de vie de Kathleen apparaît comme motif possible de son meurtre, Jeff se défend en expliquant qu'il n'était pas jaloux. Il déclare même les choses suivantes. Ce ne sont que des images, et elle a eu de l'argent pour ça. Parmi ceux qui témoignent lors du procès, il y a eu les officiers qui étaient présents sur la scène du crime, notamment l'ancien officier de police de Calera, Luigi Ragazzoni. Il déclare qu'il est arrivé sur les lieux et a commencé ses premières investigations. C'est alors que Jeff a approché Ragazzoni et lui a demandé ce qui s'était passé. Ragazzoni a répondu qu'il avait reçu un rapport faisant état d'une personne décédée et qu'elle avait été identifiée comme étant Kathleen West. Jeff a alors répondu qu'il s'agissait de sa femme. Les deux se sont ensuite rendus chez Jeff où ils ont continué à parler longuement de divers sujets. Le mari semblait ailleurs et ses propos n'étaient pas toujours cohérents. Suite à ces témoignages, d'autres preuves sont présentées au jury. Entre autres, les SMS du couple révélant leurs problèmes apparents, mais aussi un interrogatoire filmé entre Jeff et les enquêteurs qui a eu lieu le 13 janvier a été montré dans son intégralité. Jeff y décrit les événements de la nuit précédant la mort de Kathleen, l'état de leur mariage et les habitudes de Kat. Jeff est questionné sur d'éventuels antécédents de violence entre eux, mais il va répondre qu'il n'a jamais frappé ni blessé sa femme. Il va dire qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à Kathleen jusqu'à ce que la police ne lui dise. Les rapports de leur système de sécurité ont également été admis comme preuve au procès. Ils montrent les heures où la porte d'entrée du couple a été ouverte et fermée tout au long de la nuit. Ces dernières preuves confirment malheureusement pour Jeff la thèse du meurtre. C'est finalement à la fin du procès que les parents de Kathleen ont été appelés à la barre. La mère de Kathleen, Nancy, a décrit sa fille comme une alcoolique qui prenait des médicaments pour le trouble bipolaire. Elle a également déclaré les choses suivantes. Elle ne pouvait pas se contenter de boire un verre. Elle disait j'en ai besoin d'un autre. Déjà c'est un peu méchant de parler comme ça de sa fille, hein. Je vous avoue que cette histoire elle me perturbe. Déjà elle parle hyper mal de sa fille, c'est terrible. Je sais pas, je trouve ça assez troublant. Avec toutes les informations données au cours du procès, les délibérations du jury s'annoncent compliquées. Juste avant de se retirer, les jurés ont demandé l'heure du décès, car celle-ci n'avait pas été donnée auparavant. Le jury voulait également de l'aide pour trouver des données à partir de l'application. Vous savez, l'application santé du téléphone portable, afin d'analyser les déplacements de Kathleen et Jeff cette nuit-là. Et ils ont demandé à visionner à nouveau la vidéo de la caméra embarquée du premier policier qui a rencontré Jeff West ce matin-là. Après avoir eu en leur possession tous ces éléments, la décision des jurés a été rapide et unanime. Jeff West a été reconnu coupable d'homicide involontaire de la mort de sa femme Kathleen. À l'annonce du verdict, il n'a montré aucune émotion. Sa caution a été révoquée et il restera incarcéré jusqu'à sa condamnation. Lors de l'audience pour déterminer sa peine, il était évident que les deux parents de Kathleen ne croyaient pas à la culpabilité de Jeff et le soutenaient. Nancy, la mère de Kathleen, a même déclaré que c'était un homme bon et qu'il n'avait pas fait ça. Encore une fois, c'est assez bizarre, ils le défendent corps et âme, et je vous rappelle qu'ils ont quand même craché un peu sur leur fille, et ça c'est encore plus bizarre. Et ils vont continuer à dire tout au long du procès qu'il était innocent, que c'était sûr. Et ce malgré toutes les preuves, toutes les choses qui ont été dites, ils le protégeaient. Nancy croit de tout son cœur que Jeff n'est pas coupable car ils ont tout vécu ensemble après le drame. Ils étaient allés ensemble au salon funéraire pour voir le corps de Kathleen. Malgré toutes les preuves, ses propres parents pensent que Jeff n'a pas pu simuler ses pleurs. T'inquiète pas que je vais simuler des pleurs si je prends perpétuité. Enfin bon. Après toutes les délibérations, le juge du comté de Shelby, William Bostick, a prononcé ce qu'il pensait être une peine juste, mais pas maximale. Il a condamné Jeff à purger 16 ans de prison pour l'homicide involontaire de sa femme. Il a pris en compte l'absence d'antécédents criminels de Jeff, mais aussi les témoignages de la fille, de la mère, de la belle-mère de Jeff et d'autres facteurs atténuants dans l'affaire lors de sa prise de décision.
Jusqu'à aujourd'hui, Jeff continue de clamer son innocence et n'a pas avoué de meurtre. Chacun sera donc libre d'avoir sa propre opinion sur la culpabilité de Jeff West. Mais le plus triste dans cette affaire, quand on regarde bien, c'est que les propres parents de la victime ont dénigré leur fille au procès de son présumé meurtrier. Mais encore pire, ils ont soutenu leur gendre du début à la fin, malgré toutes les preuves accumulées contre lui. Si nos propres parents ne se battent pas pour nous, il nous reste qui finalement ? Dans ce drame, il y a une victime collatérale, Lola, la fille du couple âgée de 12 ans. Cette jeune fille a perdu sa mère dans d'horribles circonstances, et elle doit vivre aujourd'hui sans elle, avec un père en prison, et surtout avec le doute de sa culpabilité. Ainsi se termine l'affaire Kitty Cat West. Et autant vous dire que c'est l'une des rares fois où la condamnation est assez floue. Selon vous, Jeff l'a tué ou il ne l'a pas tué ? Encore une fois, je trouve ça bizarre comme affaire. J'ai l'impression qu'on n'a pas tous les éléments. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous la partager. Ici, on n'est pas sûr à 100%. On peut être partagé entre coupable ou innocence. Est-ce qu'il aurait réussi à semer le trouble au point d'être quasi innocenté ? Je dis ça parce que 16 ans de prison, c'est rien si c'est vraiment lui le meurtrier. Enfin bon, j'aimerais avoir vos analyses concernant cette affaire. Pour vous, Jeff a-t-il tué Kathleen finalement ? Ou est-ce que c'était vraiment un accident ? C'est la question que tout le monde se pose. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire ainsi que vos hypothèses. Je suis curieux de tous vous lire autour d'un bon petit burger. Oui, quand je lirai les commentaires de cette vidéo, je serai en train de manger. Je ne vous cache rien. Enfin bon, maintenant il est temps pour moi de vous laisser mes amis. C'était un plaisir comme toujours de passer un moment avec vous. Prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.